Merci. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Donc, on passe à un autre cadre pathologique, là aussi, que les neurologues doivent connaître. Ce sont les ophtalmoplégies externes progressives. En fait, c'est un syndrome clinique caractérisé par la présence d'un ptosis et ou d'une ophtalmoplégie d'installation progressive, en général sur plusieurs années. C'est une atteinte qui est bilatérale, pas forcément symétrique, qui est progressive sur plusieurs années sans rémission. Et l'atteinte oculomotrice, quand on examine le malade, ne permet pas d'avoir une systématisation d'atteinte de nerfs oculomoteurs et surtout sans atteinte des muscles intrinsèques de l'œil. Donc les pupilles sont normales. Alors l'ophtalmoplégie externe progressive peut être isolée ou associée à d'autres signes neurologiques ou extraneurologiques. Et en fait, je vais beaucoup insister sur l'étiologie principale qui est en fait la cytopathie mitochondriale. Donc c'est la manifestation clinique la plus fréquente des cytopathies mitochondriales avec plusieurs sous-types génétiques. Très rapidement et de façon très succincte, en fait, la première description a été faite en 1868. Et puis, il y a eu d'autres cas décrits. À partir de là, on pensait qu'il s'agissait de dégénérescence neuronale, nerfs oculomoteurs, système nerveux central. C'est en 1930 qu'il y a eu quand même une première description avec atteinte musculaire des ceintures et une preuve histologique que le muscle n'était pas normal. Et en 1968, il y a eu une première description d'ophtalmoplégie externe progressive associée à une atteinte du système nerveux périphérique ou central. Et on a commencé à parler de concept d'ophtalmoplégie externe progressive plus. Le syndrome de Kinser, on va en parler, a été décrit en 1958. Et en 1972, on a décrit l'aspect des fibres rouges déchiquetées à la coloration trichrome de Gomery à la biopsie par Olson et collaborateurs. Et c'est en 1988 qu'on a décrit la première délétion de l'ADN mitochondrial comme cause des ophtalmoplégies externes progressives. Alors, je vais revenir après à cette diapositive, mais juste pour signaler les différentes situations de pathologie musculaire où vous pouvez avoir une ophtalmoplégie externe progressive. Bien entendu, les causes mitochondriales qui sont le sujet de cette présentation, mais il y a d'autres pathologies musculaires, par exemple dans la dystrophie myotonique, qu'elle soit le type 1 de Steinert ou la forme proximale type 2, dans lesquelles les malades ont un ptosis avec une atteinte faciale, mais les muscles oculomoteurs sont de motilité normale. Il y a les dystrophies musculaires oculaires et oculopharyngées, les dystrophies musculaires oculopharyngodistales, les myopathies congénitales également, mais là nous avons un début congénital et donc c'est des enfants avec un tableau de myopathie plus ophtalmoplégie, en particulier centronucléaire et multiminicore. Il y a un poster en fait à ce propos du docteur Nejwa Marat. Il y a certaines dystrophies musculaires des ceintures qui peuvent associer les ophtalmoplégies et puis il y a le syndrome myasthénique congénital, ça veut dire d'origine génétique. Et en fait, toutes ces maladies constituent un diagnostic différentiel des ophtalmoplégies externes progressives d'origine mitochondriale. Et puis les maladies acquises, nous venons de parler des orbitopathies thyroïdiennes, des myosites orbitaires et de la myasthénie auto-immune. Et cette diapositive avec toute la liste va un petit peu indiquer comment est-ce qu'on va explorer le malade pour éliminer les diagnostics différentiels et on va voir comment on va faire pour retenir l'origine mitochondriale. Du point de vue clinique, très souvent, le début se situe chez l'adulte entre 18 et 40 ans. Il y a quand même des formes à début infantile, donc ça va de 5 à plus de 53 ans. Le malade se présente avec un ptosis bilatéral d'aggravation progressive et sans fluctuation. Chez cette patiente-là, c'est une dame avec son fils à côté. En fait, l'atteinte n'est pas forcément symétrique, elle peut être asymétrique, avec un déficit des muscles oculomoteurs qui peut être complet ou partiel selon le stade où on voit le malade. Et vous avez la compensation de la contraction du muscle frontal pour essayer d'ouvrir l'œil et en même temps on peut avoir une attitude de la tête portée en arrière pour compenser le ptosis. C'est une présentation assez classique chez les malades avec ce type d'atteinte.
Ce qui est intéressant à retenir, et je pense que c'est un élément qui va vous servir pour le diagnostic différentiel, c'est que l'atteinte des oculomoteurs s'accompagne de façon très rare de diplopie. C'est des malades qui ne se plaignent souvent pas de diplopie, ça ne se voit que dans 10% des cas, contrairement par exemple à une myasthénie, on va voir des cas. Alors, cette ophtalmoplégie externe progressive peut être isolée ou bien associée à d'autres signes, faiblesse musculaire, intolérance musculaire à l'exercice, atteinte des muscles pharyngés avec dysphonie et troubles de la déglutition, surdité de perception, un signe très intéressant pour s'orienter vers la cytopathie mitochondriale. On peut avoir une neuropathie périphérique, une ataxie proprioceptive ou cérébelleuse, un parkinsonisme, une rétinite pigmentaire et une atteinte cardiaque. Bien sûr, la majorité de ces signes vont nous définir le concept d'ophtalmoplégie externe plus. Alors justement, dans la classification actuelle qui a été proposée par en fait un consensus américain, c'était un peu classé comme ça avant, mais maintenant ils ont un petit peu défini les cadres. L'ophtalmoplégie externe pure concerne les malades qui ont une ophtalmoplégie qui peut être isolée ou bien dans laquelle on peut avoir une faiblesse musculaire, une intolérance musculaire à l'effort et même une dysphagie. Donc là, on retient les formes pures. L'ophtalmoplégie externe plus, vous avez les malades qui associent les signes que nous avons listés tout à l'heure, mais qui ne réunissent pas le cadre du syndrome de Cairns-Sayre, qui a en fait une définition bien précise, on va le voir en détail. Et enfin, on a le syndrome de Cairns-Sayre, dans lequel on a l'association rétinite pigmentaire et troubles de la conduction intracardiaque. Quels sont les moyens diagnostiques? Là, on parle de comment diagnostiquer une cytopathie mitochondriale. Donc, on va doser les lactates et les pyruvates dans le sang ou le LCR, mais en fait, le dosage dans le LCR ne sera contributif que si vous avez une atteinte des nerfs périphériques ou du système nerveux central, sinon les lactates vont être normaux dans le LCR. Donc, on peut se contenter du dosage des lactates dans le sang quand on n'a pas ce genre de signe. Le NMG est très important. Il va être contributif si on a une neuropathie, une myopathie associée. Et il est aussi très important parce qu'avec le NMG, on va explorer la jonction neuromusculaire qui est obligatoire quand on a ce genre de tableau pour exclure ou retenir une atteinte de la jonction. La biopsie musculaire, pour la cytopathie mitochondriale, elle va mettre en évidence les fibres rouges déchiquetées, on va voir les images. Elle va mettre en évidence, étudier l'activité COX. On va voir sur les images, et puis il y a aussi des études biochimiques de l'activité oxydative sur la fibre musculaire qui peut se faire dans des laboratoires qui peuvent le faire. Et on complète par l'étude génétique, et on peut étudier aussi bien l'ADN mitochondrial sur des prélèvements de tissus, en particulier sur le muscle qui est le plus accessible à la biopsie, mais aussi le foie quand on a des formes infantiles, et l'ADN nucléaire sur un prélèvement de sang. La biopsie musculaire peut également montrer des aspects des diagnostics différentiels, notamment un pattern de dystrophie musculaire ou de myopathie congénitale. Voici l'aspect de la biopsie musculaire, et vous avez les différentes colorations clés pour le diagnostic de cytopathie mitochondriale. Là, vous pouvez regarder ces fibres qui sont marquées avec des étoiles. Là, vous avez la coloration hématéine éosine qui permet d'étudier la structure, la morphologie générale du muscle. Et à côté, le B, c'est la coloration au trichrome de Gombrich, justement. Et vous voyez ces mêmes fibres, j'espère que ça passe bien. Vous voyez en fait en périphérie une coloration rougeâtre, parfois un peu violet, des mitochondries. C'est ça ce qui a donné l'appellation fibre rouge. Bon, là, il n'y a pas de fibre déchiquetée, mais je vais vous montrer une image de fibre déchiquetée. On complète par la succinyl déshydrogénase qui permet de révéler en fait les fibres qui sont atteintes, qui sont hyper colorées, et puis l'activité COX qui est négative dans les fibres qui sont les plus atteintes, et en fait ça permet aussi de voir que dans un muscle on a une atteinte en mosaïque. Toutes les fibres ne vont pas exprimer les anomalies mitochondriales, que quelques fibres qui vont l'exprimer. En fait, les anapathes calculent le pourcentage de fibres qui expriment les fibres rouges déchiquetées et l'activité COX négative. On peut associer les deux colorations
qui montre que les fibres qui sont COX négatives sont hypercolorées par le SDH, et donc ça confirme que ce muscle comporte des anomalies évoquant une cytopathie mitochondriale. Du point de vue génétique, on peut chercher les mutations de l'ADN mitochondrial. Il y a des formes qui ne sont expliquées que par des mutations de l'ADN mitochondrial. Donc là, c'est le schéma de l'ADN mitochondrial. Vous savez très bien que la mitochondrie possède son propre ADN, qui est en général une forme comme ça en anneau, et dans laquelle vous avez en fait des exons qui codent pour les cytochromes qui font la respiration au niveau mitochondrial. Et sur cette image, vous pouvez reconnaître en fait les localisations de certaines mutations. Ici, mélas, en fait, vous reconnaissez des syndromes mitochondriaux, la neuropathie optique héréditaire de Leber. Parfois, on a des mutations ponctuelles, parfois des délétions de petite taille ou des délétions de grande taille. Ici, on a en fait je ne sais pas si vous arrivez à voir ma flèche ou pas. Depuis tout à l'heure, je montre des choses, donc il faut que j'active. Désolé, hein. Là, c'est bon. Donc là, je montrais les petites délétions ici, et là, on a une grande délétion qu'on appelle carrément une déplétion mitochondriale et qui peut caractériser, par exemple, le syndrome de Kernser, mais qu'on peut avoir dans d'autres ophtalmoplégies externes progressives. Alors, on peut avoir des mutations de l'ADN mitochondrial comme conséquence de mutations de l'ADN nucléaire, donc aussi bien dans des formes dominantes ou récessives. On peut avoir en fait des délétions uniques ou multiples de l'ADN mitochondrial dans les formes sporadiques, et c'est le cas du syndrome de Kernser, très souvent avec cette grande délétion. Et puis, dans les ophtalmoplégies externes progressives à hérédité strictement maternelle, ça veut dire que l'anomalie ne se trouve que dans l'ADN mitochondrial, et c'est la mère qui transmet les mitochondries, ça je pense que vous le savez très bien. On peut avoir des mutations ponctuelles de l'ADN mitochondrial, et on peut avoir des mutations aussi de l'ARN mitochondrial dans certaines formes pures ou formes avec des signes associés. Les formes génétiques avec mutation de l'ADN nucléaire, bon, j'ai mis le tableau juste parce que c'est une mise au point récente 2023 qui liste tous les gènes qui ont été décrits. J'ai mis des flèches rouges sur des formes dont je vais parler. Je ne peux pas en fait parler de tout, mais on va parler de formes que vous risquez de voir en tant que neurologue. Enfin, je suis partie de mon expérience parce que c'est des malades que j'ai vus et qu'on a pu diagnostiquer. Donc, je pense que ça serait intéressant de les connaître. On va passer à certains cas cliniques et je commence par ce premier patient que j'ai vu il y a plusieurs années, je pense en 2002. Donc c'est un monsieur sans antécédent particulier qui a en fait une ophtalmoplégie qui a commencé à l'âge de 20 ans, l'a vu à l'âge de 46 ans. Vous voyez évolution progressive sur plusieurs années. Donc en fait c'était une ophtalmoplégie complète avec un ptosis très important et aucun signe accompagnateur. Il faut absolument toujours vérifier l'examen ophtalmologique avec les PEV-ERG. Il faut faire les PEA et l'audiométrie pour vérifier la surdité et l'examen cardiaque, ça c'est un minimum à faire. Et donc ce monsieur avait tout ce bilan qui était normal, il avait les lactates qui étaient élevés dans le sang et des fibres rouges déchiquetées à la biopsie, avec à la génétique une délétion de grande taille de l'ADN mitochondrial. En fait, ça a été fait par une collègue généticienne à la faculté de Qnetra. Elle avait travaillé sur quelques muscles congelés qu'on avait gardés quand on biopsiait les muscles et on lui a envoyé les muscles des cytopathies mitochondriales qu'on avait. Donc, elle a pu identifier des délétions chez certains malades. Donc là, normalement, il faut toujours compléter par un examen de l'ADN nucléaire pour savoir est-ce que c'est secondaire à une mutation nucléaire ou est-ce qu'on est dans une atteinte mitochondriale pure. Donc, à votre avis, quelle forme d'ophtalmoplégie externe progressive? Selon la classification, c'est une forme pure. Donc, c'est une ophtalmoplégie externe progressive pure, sporadique, parce qu'on n'a pas d'histoire familiale.
Le deuxième cas, un monsieur que je continue à suivre depuis plus de 20 ans maintenant, âgé de 66 ans, il a un ptosis avec une ophtalmoplégie symétrique, là aussi, qui évolue depuis l'âge de 23 ans. Il avait une augmentation des lactates, des fibres rouges déchiquetées à la biopsie, et puis avec le suivi et en refaisant régulièrement les bilans, on a trouvé qu'il a développé une surdité de perception. Il a développé une atteinte cardiaque à l'âge de 45 ans. Donc là, il faut faire les examens cardiaques de façon régulière. C'est l'un des messages que je veux transmettre. Il est en hyperexcitabilité, il est sous anti-arythmique. Il se plaint de quelques myalgies, pas très gênantes. C'est un fellah qui continue à travailler. Il a une dysphonie avec quelques troubles de la déglutition et un reflux des liquides par le nez. Il n'a pas de rétinite pigmentaire. Le bilan ophtalmologique est normal. Et on n'a pas pu faire l'étude de l'ADN mitochondrial chez lui. Et donc, en fin de compte, voilà, en fait, l'image, c'est un monsieur qui a un ptosis extrêmement gênant. D'ailleurs, je lui avais proposé la chirurgie du ptosis, mais qu'il a préféré ne pas faire. Et la biopsie, vous voyez l'aspect de la fibre déchiquetée, je pense que c'est assez visible, avec les dépôts des mitochondries, et donc c'est l'aspect des fibres rouges déchiquetées qui permettent en fait de suspecter l'atteinte mitochondriale. Donc chez ce monsieur, là aussi on a un cas sporadique. Il a quelques signes qui évoquent le syndrome de Kernser, mais il n'a pas tous les critères, et en particulier il n'a pas de rétinite pigmentaire. Et puis il a aussi le début après 20 ans qui n'est pas très en faveur du syndrome de Kernser. Et donc là, on attend de pouvoir faire la génétique pour savoir ce que c'est comme forme, mais on est dans une ophtalmoplégie qui est plus parce qu'il a l'atteinte cardiaque. Le cas numéro 3, c'est une jeune fille de 23 ans qui n'a pas non plus d'antécédents familiaux. On l'a vue en 1999 et que connaît très bien, je ne sais pas si elle se rappelle de cette patiente. Ophtalmoplégie externe progressive complète avec ptosis modéré. Elle faisait des pertes de connaissance qui étaient considérées comme étant des crises épileptiques. Rétinite pigmentaire, BAV complet, fibre rouge déchiquetée. On n'a pas fait la génétique en attendant de trouver la solution pour qu'elle ait son pacemaker. Elle est malheureusement décédée quelques mois après qu'on l'ait vue. Je pense que c'était 6 ou 8 mois après. Et en fin de compte, je pense que vous avez identifié le diagnostic. C'est un syndrome de Kernser qui est tout à fait typique et en fin de compte, elle faisait des syncopes et pas des crises épileptiques. En tout cas, c'est ce que je pense a posteriori parce que le BAV était sévère et les syncopes peuvent très bien poser un problème diagnostique différentiel avec les crises épileptiques. Donc le syndrome de Kernser, voilà, retenez les critères diagnostiques dans la mise au point actuelle. Ophtalmoplégie externe progressive, rétinite pigmentaire, bloc de conduction intracardiaque et on peut avoir aussi l'atteinte du muscle squelettique. Ce sont les critères diagnostiques. Avant, on avait dans les critères que le début devait être avant 20 ans. Ça a été un peu enlevé récemment parce qu'on a des malades qui sont diagnostiqués qui commencent un peu plus tard. Dans 99% des cas, on a cette grosse délétion de l'ADN mitochondrial. Rarement des mutations ponctuelles. Et puis, comme vous avez vu, chez cette patiente, le pronostic est lié à l'atteinte cardiaque et à la précocité de sa prise en charge. Avec un pacemaker, le patient peut très bien survivre. On va voir quelques cas d'ophtalmoplégie externe progressive plus et surtout quelques-uns que vous pouvez voir en tant que dans la consultation de neurologie. Il s'agit très souvent de mutations de l'ADN mitochondrial et ou nucléaire parce que l'ADN mutation nucléaire peut entraîner une délétion et mutation de l'ADN mitochondrial. Il y a plusieurs types, on va surtout parler du SONDO et du MNJE. Alors je vous présente l'observation de ce monsieur que connaît très bien Hicham Fadel, un monsieur âgé actuellement de 75 ans et il a commencé à avoir une ataxie progressive avec une ophtalmoplégie externe progressive qu'il avait commencé avant l'âge de 55 ans. Et Hicham me l'avait envoyé parce qu'en fait, il avait une neuropathie sensitive ataxiante. Donc, on a diagnostiqué en 2011, on a fait un bilan complet, y compris les antigangliosides. On avait suspecté un canomade et même un SONDO à ce moment-là.
Et il avait même été reçu en se disant IGIV, etc., sans résultat. On le perd de vue et puis je le revois 7 ans après avec quelques mouvements choréiques des extrémités et une dysarthrie modérée. C'est à ce moment-là que j'apprends qu'il a une sœur atteinte, donc Khadija, qui a un tableau moins sévère. Elle, c'était une neuropathie sensitive pure. Lui, il avait quelques signes moteurs associés, là aussi avec ophtalmoplégie et mouvements anormaux. Donc il y a une consanguinité des parents et Khadija a des enfants avec surdité à l'âge de 20 ans, retard psychomoteur et épilepsie. On peut se demander s'ils ne sont pas porteurs de la mutation. 2 sont décédés et en fait elle a une fille chez laquelle normalement on devrait vérifier. Donc là on a, j'espère que ça va fonctionner, non? Qu'est-ce que je fais? J'enlève le pointeur? Ah, la flèche, oui, d'accord. Donc là, vous voyez le monsieur avec l'ataxie proprioceptive, il est en fait très gêné. Je lance la vidéo de sa sœur qui a une ataxie moins sévère, ça se voit beaucoup plus en demi-tour. Et puis, je lance aussi la vidéo pour gagner du temps de l'atteinte oculomotrice chez Khadija, qui a en fait un ptosis. Elle ne peut pas du tout élever les yeux vers le haut et elle a une grosse limitation des mouvements latéraux et un peu moins du regard vers le bas. Ils ont tous les deux une petite dysarthrie. Et en fin de compte, je pense que vous avez deviné ce que c'est comme diagnostic. Neuropathie ataxiante avec ophtalmoplégie externe progressive. Donc en fait, c'est un sando. On va voir un peu en détail ce que c'est. Grâce à Ahmed Bouhouch, on a pu faire la recherche de mutation et confirmer une mutation homozygote au niveau du gène qui code pour la POLG. Donc SANDO, j'en parle parce que vous risquez d'en voir. Donc c'est Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoplegia. C'est une mutation autosomique récessive du gène POLG. C'est la polymérase gamma, donc c'est l'ADN nucléaire qui a comme conséquence une délétion de l'ADN mitochondrial. Et puis le SANDO peut être dû à d'autres gènes que j'ai montrés tout à l'heure dans le tableau. Et classiquement, neuropathie ataxiante progressive plus ophtalmoplégie externe progressive d'évolution chronique. Bien sûr, en éliminant d'autres diagnostics. Il se trouve que les mutations de POLG ont en fait un spectre phénotypique qui dépasse le SANDO. C'est bien représenté dans ce schéma où en fait on peut avoir les formes néonatales infantiles où on a l'atteinte hépatique cérébrale avec surtout épilepsie. On a le MNJE dont on va parler tout à l'heure qui peut être aussi dû à la POLG et on a le tableau qu'on a vu chez ces familles-là, MELAS également, et le parkinsonisme. Chez des personnes âgées, les mutations POLG peuvent donner un syndrome parkinsonien. Et chez l'enfant, on a des déplétions très importantes de l'ADN mitochondrial. Et puis les formes plus âgées, c'est des délétions de plus petite taille ou des délétions multiples de plus petite taille. Ce schéma est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est pour aussi les spectres des mutations POLG et dans quelle situation il faut y penser. Chez l'enfant, avant l'âge de 12 ans, c'est surtout atteinte de type encéphalopathie plus atteinte hépatique, donc surtout des encéphalopathies avec épilepsie. Chez l'adolescent et l'adulte, neuropathie, ataxie, épilepsie encore chez l'adolescent, donc chez les plus jeunes, on a l'épilepsie. Et chez le sujet âgé de plus de 40 ans, c'est les tableaux comme la famille qu'on vient de voir. Et donc, plus les patients sont jeunes, on peut avoir des anomalies à l'EEG, à l'IRM cérébral. Et la neuropathie, elle est constante dans toutes les formes. Et c'est des situations où il faut demander un séquençage du gène POLG parce qu'on peut tomber sur le diagnostic. On passe à une autre entité qui est l'ophtalmoplégie externe plus de type MNJE. C'est mitochondrial neurogastro-intestinal encéphalopathie. Professeur Rafé a montré hier, je vais aller plus vite, où en fait ça début avant l'âge de 20 ans avec comme troubles cardinaux
des troubles digestifs qui entraînent une cachexie, une neuropathie périphérique et une leucoencéphalopathie, avec bien sûr l'ophtalmoplégie. J'en parle parce que la neuropathie peut être une porte d'entrée pour le MNJE. Elle peut être axonale à prédominance sensitive, parfois ataxiante, parfois avec atteinte motrice très importante et rarement démyélisante avec atteinte myogène dans plus de 30% des cas. Donc une neuropathie, un peu quelle que soit sa nature, quand elle est chronique avec des troubles digestifs et une cachexie, il faut penser au diagnostic. Surtout, il faut chercher à l'IRM la leucoencéphalopathie. Si vous l'avez, le diagnostic est très probable et vous le faites avec les éléments qu'on a déjà vus, en plus de la recherche de la mutation la plus fréquente de la thymidine phosphorylase et c'est autosomique récessive. C'est des malades qui décèdent avant l'âge de 30 ans et on a essayé des greffes de moelle osseuse et des transplantations hépatiques qui semblent donner des résultats un peu mitigés. Bon, je vais aller rapidement. C'est un monsieur qu'on a suivi avec un tableau qui fait neuropathie plus ophtalmoplégie. On avait des éléments pour retenir la cytopathie mitochondriale. Et en fin de compte, ça peut être aussi bien un sondo qu'un MNJE, beaucoup plus un sondo, et c'est une situation où il faut commencer plus par le séquençage de la pôle G. Vous m'excuserez parce que j'aimerais bien parler de ce cas, parce que c'est des situations vécues par les neurologues. C'est une jeune femme que j'ai reçue en 2010, qui a une histoire de sarcoïdose, surtout pulmonaire, déjà sous corticoïdes. Et un petit peu avant, il a commencé à installer un ptosis bilatéral progressif, prédominant à gauche. Elle rapporte une notion de fluctuation. Elle n'a pas de diplopie. Elle n'a jamais rapporté de diplopie. Elle a une limitation, une petite ophtalmoparésie, donc c'était surtout le ptosis, sans fatigabilité musculaire. Elle répondait de façon très discrète au mestinon. Elle m'a été adressée par son médecin pour me dire est-ce que je la mets sous azatioprine parce que sous corticoïdes pour la sarcoïdose, elle avait développé un diabète. Les anticorps anti-RAC et anti-MuSCA étaient négatifs. Et donc, qu'est-ce que vous feriez chez elle? Est-ce que vous mettrez l'azatioprine en considérant une myasthénie séronégative ou est-ce que vous chercherez autre chose? Oui, lactate, même biopsie musculaire. Il faut se méfier de cette situation parce qu'en fait, j'ai eu quelques malades qui étaient des cytopathies mitochondriales traitées comme myasthénie avec même une escalade thérapeutique. J'ai vu un malade jusqu'au rituximab. Donc là, il ne faut pas hésiter. Donc déjà, elle n'avait pas de bloc de la jonction à l'EMG, ça n'élimine pas la myasthénie. Les lactates, on ne l'a pas fait, en fait, un examen ophtalmo était normal. Et la biopsie avait montré des fibres rouges déchiquetées avec une délétion de l'ADN mitochondrial. Elle fait partie des patients qui ont été étudiés par notre collègue Latifa Hilal Aqnetra. Et donc, c'était une ophtalmoplégie externe progressive pure. Il n'y avait pas du tout lieu de faire l'escalade thérapeutique. Un enfant de 5 ans avec un tableau congénital, hypotonie néonatale, atteinte ophtalmoplégie, ptosis, plus diparésie faciale, un déficit proximal des 4 membres. Il a sa sœur qui a la même chose, plus âgée mais moins sévère, et puis une sœur qui est née bien des années après que j'ai fait le diagnostic, qui a une ophtalmoplégie complète avec un ptosis important. Qu'est-ce que vous pensez? Très rapidement, et c'est la dernière. Myasthénie congénitale parce qu'il y a une diparésie faciale. Dans les ophtalmoplégies externes progressives mitochondriales, il n'y a pas d'atteinte faciale. D'accord? Et aussi le caractère congénital. Donc là, ce qui va vous amener le diagnostic, c'est l'EMG qui a montré le décrément. Ils étaient très bien améliorés sous anticholinésterasique et on a confirmé la mutation de la sous-unité epsilon du récepteur d'acétylcholine. Là, c'est juste les 2 derniers cas pour insister sur le diagnostic différentiel. Il ne faut pas faire un diagnostic facile de cytopathie mitochondriale. Il faut faire ce qu'il faut pour le diagnostic.
Il ne faut pas faire un diagnostic facile de myasthénie devant une ophtalmoplégie. Vous avez vu le cas et je ne peux pas vous raconter toutes les histoires de cas que j'ai eus. Donc il faut s'entourer. Il y a les autres diagnostics qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Et donc il faut... l'EMG est très utile. Et on fait le dosage des anticorps anti-RAC, anti-MuSCA. Le bilan thyroïdien, on a vu les orbitopathies thyroïdiennes. L'imagerie orbitaire, on l'a vu tout à l'heure. La biopsie musculaire quand on suspecte une cytopathie mitochondriale. Et puis la génétique pour faire le diagnostic. Dans le suivi des malades, même si on a des premiers bilans visuels, PEV, ERG et auditifs normaux, on continue à surveiller. La surdité est un très bon élément orientateur pour la cytopathie mitochondriale. Et puis, bien sûr, on surveille le cœur régulièrement, une fois par an, au maximum chaque 3 ans, parce qu'on peut proposer des traitements adaptés. Il y a bien sûr la rééducation, tout le reste, et puis la chirurgie du ptosis, que peut-être je laisse le soin à la discussion avec nos collègues ophtalmologues. Je vous remercie et désolé d'avoir été là.